Les Arabes d'ici, enfin, les Algériens, oui, de souche arabe, musulmane. Comment un pied noir, un Français ou tranquille, qui était très tranquille, comment il prend cause pour le FLN contre l'Algérie française? Ouais. Pourquoi lui, il a consenti le sacrifice? Ça a marqué. Ça a marqué beaucoup de gens. Mais attention, ceux qui avaient pris parti pour l'OAS, c'était dur. Hein. Il y avait Wagner, Isa. Il y avait beaucoup de l'OAS ici. Hein. Oui. Moi, j'ai toujours fait le choix de rester près des humiliés. Il n'y a pas de problème. Il y avait 2 camps, j'étais dans un camp. Très efficace, très efficace. Je me maintiens. Y compris encore récemment. Tout récemment, tout maintenant. Massive, comme il y avait eu en 1945. Mais là-dessus, ramené facilement dans un petit paquet. Ces chargeurs, on les démonte. Les canons. Alger, 1er novembre 2010. Aujourd'hui, toute l'Algérie commémore le 1er novembre 1954, date du début de l'insurrection. Ici, nous sommes avec les membres d'une association du sud de la France, France El Djezaïr, qui s'est créée au lendemain de la promulgation des lois sur les bienfaits du colonialisme. Avec ses membres, dont son président d'honneur Bernard Deschamps, ancien député communiste, nous allons à la rencontre du peuple algérien et de son histoire. Nous tenions beaucoup à nous arrêter ici, devant cette école primaire, qui, comme vient de le dire M. Arbadji, était un lieu de torture pendant la bataille d'Alger. Et une de ses nièces, d'ailleurs, a été tuée ici, de M. Arbadji. Je suis avec M. Deschamps, ça fait quelques années, mais on va à la Réunion, et M. Deschamps, c'est mieux qu'un Algérien, n'importe quel Algérien. Il aime l'Algérie plus qu'un Algérien. C'est un homme que je lève chapeau. Comme lui, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Moi, je suis engagé en 58. Et pour quelle raison? Et pour quelle raison? La raison, ils sont venus me contacter, comme je fais taxi, et ils ont besoin de moi. Vous étiez à Alès, déjà? À la rencontre, à côté d'Alès, à 13 km de la rencontre. Qui est un bassin minier. Voilà, il n'y a que 10 mineurs là-bas. Mais quand même, vous aviez conscience de la nécessité de libérer ce pays. Et alors? Oui, oui, vous vouliez libérer ce pays. Très fier. Et vous en êtes fier. Voilà. Et à l'époque, c'était naturel pour vous. Complètement. 100%. Excusez-moi si je suscite des émotions. Mais vous pouvez être fier de vos émotions. Vous pouvez être fier de vos émotions, je crois. Ouais. Et vous ne regrettez pas ce que vous avez fait. Ouais. Allez, on va monter. Et on va donc pénétrer à l'intérieur. Ah. Allez. L'Algérie nouvelle aurait pu se construire avec tous ses enfants s'il n'y avait pas eu les crimes de l'OAS qui chassent massivement ceux qu'on appelle les pieds noirs. Mais certains sont restés, ce qui montre bien, en plus de la participation d'un certain nombre d'entre eux, Audin, Henri Alleg, et puis les héros, Maillot, Yveton, etc., là-bas. Ce qui montre bien que, oui, on aurait pu
Il aurait pu se construire une Algérie nouvelle avec tous ses enfants. Félix Colosi. Nous l'avons rencontré il y a peu, discutant avec quelques amis dans les rues de Bellecour, ce quartier populaire d'Alger où il est né, il y a plus de 80 ans. Félix a ce que l'on peut appeler, et ce qui est rarissime, un destin extraordinaire. Tout le destinait à avoir une vision du monde comme celle de ses parents, traditionnaliste, très Algérie française. Pourtant, ses choix, ses rencontres l'ont amené à choisir le camp de la liberté et à rejoindre le front. On est où ici? Alors ici, on se trouve dans l'appartement que nous avons occupé en 1935, après avoir quitté l'appartement de la rue Sadi Carnot. Mais ce balcon, par exemple, me rappelle les soirées d'été, où avec ma sœur, quand elle était tout enfant, on passait des soirées ici pour se rafraîchir. Notre enfance a été calme, parce qu'il n'y avait pas de... D'abord, on ne sortait pas dans la rue à l'époque, hein. On était dans la maison. Bon, on jouait dans les chambres ici, hein, sur le balcon avec ma sœur. Hein. Maintenant, Bellecour, tout le monde le sait, ça a été un quartier révolutionnaire, où pas mal, surtout de fidaïnes, hein, il y avait beaucoup de fidaïnes qui ont laissé leur vie. Hein. Mahmoud, Abderrahim aussi. Abderrahim, Un ancien. Salut. ça va? Ça va, ça va. Tu es d'accord du Ouais. Mais je crois que vous étiez deux familles. Salélès et Colosi, non? Non, ça les laisse. Il a été pâtissier aussi. Ouais, Je me bâtissier. souviens, ouais. comment il s'appelle Pierre? Il y avait les gâteaux. Je sais plus que si. Il y avait, comment il s'appelle, celui du troisième. Tudiri. Tudiri, Il s'appelait, s'est marié avec un Américain. Comment il s'appelait? je me souviens plus. Le troisième, Il y avait un sensible. à Sancy, oui. Parce qu'il habitait Le gros. Gatt, il habitait au 5e. Gatt. Gatt, Il y avait Missud. Monsieur au premier, là. Missud également. Parce qu'il y avait comme copains, on faisait même des rencontres, des matchs franco-arabes. Ils ont pris le nom de leur mère. Ouais, ouais, ouais. Zafrela, Madame Marraine. Zafrila. Oui, Zafrela, oui. Tu sais qu'il a été gardien de prison. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Un jour, il m'a dit, qu'est-ce que je fais pour toi? J'ai dit, ouvre-moi les portes. Tu allais à l'école dans le quartier? Hein? Tu allais à l'école? Non, j'ai été à l'école Omra à côté. J'étais à côté. Bon. Alors, ce qui me rappelle, c'est qu'à l'école Omra, ce qui me choquait, c'est qu'il n'y avait que 2 Algériens. Mais ils étaient où les enfants? Hein? Non, Bah, les autres, ceux Les qui... autres, ils étaient dans la rue. Dans la rue. Ils étaient dans la rue. Ils étaient dans la rue. Le quartier, il était mixte. Asma, le quartier, il était mixte. Ah ouais. Bon. Non, il était plus que ça. Bon, mais Il y avait toutes les nationalités européennes concentrées ici et il y avait tous les Algériens de toutes les contrées algériennes concentrées dans ce quartier. Oui, mais- Ça a donné quelque chose de spécial, vraiment spécial. Toutes les régions d'Algérie étaient représentées dans ce quartier et tous les Européens étaient représentés également. Mais si j'avais pas été rentré dans les syndicats, hein, à la CGT, j'aurais pas évolué. Comme disait un copain, peut-être il serait au S. Et oui. Et si j'avais pas fréquenté ces gens-là, Alger républicain, hein, et tout ça, je serais pas ce que j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Parce que à travers ces gens-là, hein, j'ai eu le sentiment que je faisais partie de ce peuple. Moi, j'ai toujours fait le choix de rester près des humiliés. Elle est toujours du côté des humiliés. Ici, à la commémoration du 8 mai 1945, jour de la victoire sur le nazisme, où les humiliés sont partis en cortège à Sétif, Guelma et dans d'autres villes de l'Est algérien pour réclamer
plus d'égalité, plus de droits, plus de liberté. La réponse a été nette. Alors qu'un jeune Algérien brandissait le drapeau de l'indépendance, il a été exécuté. Comme des milliers d'autres personnes abattues par les troupes françaises, la gendarmerie, la police et certains colons. C'est le premier shahid. C'est un jeune qui portait le drapeau. Et maintenant, c'est beau, il y a des drapeaux partout. Pour un drapeau, il est mort. Ça a été le début. Vous vivez en France? Il y a rien. Mon grand-père, je suis remonté jusqu'à mon grand-père. Il est né à Teniet El Had. Vous êtes algérienne, à part entière? Et j'ai pas la double nationalité. Parce que j'ai toujours été du côté des humiliés. Bravo. Les humiliés, les déshérités. C'est pas pour les riches que j'ai fait ça. C'est pas pour eux. Mais c'est pour les déshérités, les humiliés. Et c'est eux qui vont continuer. Bravo, maman. Anis Fener, maman Anis Fener. C'est la maman de tous les Algériens. C'est une grande moujahida. Elle a épousé un architecte, Lagda. Oui. Monsieur Teller. Un architecte suisse qui est très connu d'ailleurs. Vous avez reçu une éducation chrétienne, je crois. Une éducation chrétienne. Bien que votre oui, papa, ma mère était très... Bien que votre papa... Ah, lui, il était complètement athée. Libre penseur. Ah, libre penseur. Voilà. Mais ma mère était très, très catholique. Ouais. Elle a reçu une éducation chrétienne et très tôt, elle s'est engagée, vers l'âge de 20 ans ou très peu après, dans les rangs du FLN. Oui. Elle a été une des jeunes filles de la Casbah. Alors, si vous arrivez à lui faire raconter, à dire ce qu'elle a fait dans la Casbah, vous serez très fort parce que, en général, elle ne veut pas le dire. Non. Par contre, elle vous parlera de ses prisons quand même. Ah, ça, oui. Parce qu'elle en a fait 6 prisons. J'en ai fait 6. Dont celle de Barberousse. Oui, la première, c'est Barberousse. Où a été exécuté Fernand Yveton, où elle a assisté à la vue de sa Beaucoup, on était morts à Barberousse. Elle a été emprisonnée à Petite Roquette, à Paris. Elle a été emprisonnée à Rennes. À Rennes, et puis à Pau à la fin. 6 prisons. Elle avait été arrêtée en 1956. 1956. À la Casbah. Cette femme n'est pas une mère, a dit monsieur le procureur. Cette femme n'est pas une mère, ont répété les cervelles dociles. Vous avez le jugement prompt. Soyez bénis par les cervelles dociles. Vous avez le goût de la justice prompte. Soyez loués par les cervelles dociles. Sachez, monsieur le procureur, que rien n'est aussi simple. Cette femme était mère. Et par le don de la vie 2 fois renouvelée, elle a pris sa place dans l'humanité. Et ça n'est pas simple, monsieur le procureur, de vouloir s'y caser. Avez-vous essayé? Avez-vous entendu les cris silencieux de la misère? Avez-vous vu les yeux des enfants de la misère? Avez-vous touché les corps des enfants de la misère? Et après avoir touché les corps des enfants de votre chair, avez-vous pu dormir, monsieur le procureur? Cette femme était trop mère, monsieur le procureur. C'est pas la foi, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Ça, c'était terrible. L'injustice. J'ai toujours été attirée, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais tout ce qu'il fallait. J'étais bien. J'étais bien. Mais j'étais très bien. Oui, une petite fille J'étais gâtée. très bien. J'étais gâtée, j'étais bien. Pas trop, parce que ma mère était assez difficile, assez sévère. Mais quand même, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais j'étais quand même toujours attirée par les humbles, les humiliés. Et ça, je ne pouvais pas supporter. Les humiliés. C'était terrible. Et, on a ça en soi ou pas, je ne sais pas, mais les misérables, les miséreux. J'ai toujours été attirée.
Et je crois que c'est ça. Mais peut-être qu'il y a eu une origine dans la foi, dans ce besoin d'être toujours du côté des plus faibles. Et actuellement, où les gens ont fait des choix, ils ont fait des choix. Moi, j'ai toujours fait le choix de rester près des humiliés. Et je crois que c'est ça qui me maintient. Y compris encore récemment et même tout maintenant. Récemment, tout maintenant. Encore plus maintenant, c'est certain. Est-ce que dans votre tête, vous avez eu l'idée de d'aller en France à un moment où c'était difficile? Jamais. Tu parles de la période noire, là? Oui, par exemple. C'était dur dans le quartier où vous habitez, là? C'était pas calme, non? Non, c'était pas calme, bien sûr. Vous n'aviez pas peur? On avait tous peur. Vous aviez tous peur? On avait tous peur. Vous n'avez jamais eu de menace, quand même? Si. Vous en avez eu? Oui. Je vais vous dire quelque chose. Moi, jamais. Les moudjahidettes, à part 2 cas, ne sont jamais partis. Jamais. Et on ne s'est pas donné le mot, ça s'est passé comme ça. Jamais. Ils sont toujours été là. Je sais, Georges, quand je suis revenu en 62 ici, j'ai vu les copains, il y avait le responsable du FLN ici, comment il s'appelait? Amali Rachid. Amali Rachid, oui. Il m'avait trouvé un appartement aux HLM. Tous les grands chefs du FLN, ils t'adoraient du quartier là, ils t'adoraient. Ils adoraient. Il faut parler de tout le monde, il faut les mettre à la même échelle tous. À partir du moment qu'ils ont consenti le sacrifice suprême, il n'y a pas de gradation à faire. Moi, je n'ai pas consenti le sacrifice. Pourquoi lui, il a consenti le sacrifice? Ça a marqué. Il n'y a pas de gradation à faire. Ça a marqué beaucoup de gens. Ils ont tous accepté le sacrifice suprême. C'était pas sa cause, mais il a. Il y avait Bourguiba ici. Il y avait Bourguiba, il y avait Omar Oufera. Qui a été président. Il y avait beaucoup de détenus politiques ici. C'est un quartier qui a une grande histoire et qui est passé sous silence. Et il y a beaucoup de matières ici, beaucoup d'innocents. J'ai pas vécu ça parce que j'étais. Il y avait beaucoup de chouhadas ici. Ils sont morts très jeunes. Parmi eux, il y a mon frère aussi. Il a été emprisonné 2 fois. Et nous, on a été plastiqués au 4e. C'est le premier appartement de la place d'Alger qui a été plastiqué. Ce qui m'a ouvert l'esprit, c'est que, vivant à Alger, comme nous le savons, à Alger, on voyait le monde européen. Par l'intermédiaire d'un ami, j'ai commencé à faire du vélo. Du vélo de compétition, j'étais pas comme une vedette, hein. Et ça m'a fait sillonner l'Algérie aux 100 km à la ronde. Ce que beaucoup d'Européens ne sont jamais allés dans ces endroits-là, quand on allait à Médéa, quand on montait de Médéa, on voyait les gourbis, les déchats avec les enfants pieds nus, mal habillés, avec des petits par-dessus, etc. Alors, ce qui nous faisait voir aussi, c'est quand on partait à 4 h du matin, on voyait les ouvriers agricoles déjà au travail. Roberto Muniz a déjà 38 ans. Il est syndicaliste et secrétaire général d'un parti de la gauche péroniste. Il est marié quand il choisit de rejoindre le front. Ici, disons, 54, comme ça. Donc au début, après le 1er novembre, après. Parce que j'aime beaucoup. Justement, moi j'ai commencé à militer là-bas, pas dans les collines.
Bien sûr. Mais pour les droits de l'Algérie et l'indépendance. On a fait des meetings publics comme ça, faisant beaucoup d'activités militantes à travers les syndicats, en faisant des réunions, en expliquant les problèmes de l'Algérie et tout cela et tout ça. Il y avait une équipe composée de 4 ou 5 personnes en Argentine, italienne en Argentine, de l'FLN, pour faire connaître la lutte du peuple algérien dans toute l'Amérique latine. Voilà, d'accord. Te manchaste tu chaleco impecable, tu chaleco inmaculado, lo volviste a manchar. Un poco de tota, Adriana. Et c'est eux qui m'ont proposé après, qui connaissaient mon métier, ajusteur, que je pouvais fabriquer des matrices. C'est eux qui m'ont proposé si je ne pouvais pas les aider encore un peu plus. Venir à travailler dans une usine de fabrication d'aliments que les FLN, le GPRA à l'époque, il avait installé au Maroc. Et c'est comme ça qu'après je suis, comme on dit, je suis venu pour participer directement à non au combat, sinon à la logistique, service logistique. On est arrivé dans ces grandes fermes à voir à peu près 350 à 400 personnes. Pour faire un travail clandestin, c'était trop nombreux, malgré les camouflages et tout cela, et malgré aussi les gardiens, parce qu'ils avaient des soldats de l'ALN qui faisaient occuper de faire la garde, jour et nuit. Et les gens, ils arrivaient, beaucoup de gens, très jeunes, de 18 ans, il y avait même des gens de 17 ans, et la majorité de ces gens-là, c'était des gens qui étaient en France. C'est là-bas en France qu'ils avaient pris un métier. Et ça, c'est important aussi, je voulais en passant dire, le rôle de la Fédération de France, qu'il a pris tous ces gens-là, dès qu'ils étaient convoqués pour s'incorporer dans l'armée française, la Fédération de France s'occupait de les faire sortir à l'extérieur, clandestinement. Très efficace, parce qu'il est tout démontable et il se peut ramener facilement dans un petit paquet. Les chargeurs, on les démonte, la crosse, ça se démonte, et là-bas, on la garde. Même les canons ici, les canons, il est fixé ici avec un petit tube fileté. Les chargeurs, les canons ici, la crosse ici, il reste un petit paquet, disons, voilà, de 45 cm, disons comme ça. C'est facile à transporter. Voilà. J'appuie la mitraillette sur mon épaule. Voilà. Et voilà, une jolie petite arme. On a fabriqué alors 10 000 mitraillettes. Alors c'est-à-dire que Jacques Matisse devait fabriquer 10 000 pièces. Et on a fabriqué 100 000 chargeurs. Pour que chaque mitraillette devait être accompagnée pour 10 chargeurs. Les 10 000 mitraillettes, ils ont été essayées une par une. Par le passé, avant 1957 par exemple et tout cela, bon, ils s'achetaient des mortiers et tout cela,
qui achetaient quand ils pouvaient trouver pour acheter. Parce que c'est des armes comme ça, on achète généralement en contrebande. Et ça coûte énormément cher. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'essayer de fabriquer aussi des mortiers, comme ils sont fabriqués à partir de 1956, des grenades et des obus. Je suis pas d'accord. De Gaulle, il a fait ce qu'il fallait faire pour garder, mais ensuite... De Gaulle est venu en 58. Oui, d'accord. Il a fait la guerre, elle a été la plus meurtrière pendant les 4 ans. Je ne dis pas le contraire, avec les opérations jumelles. Les opérations jumelles. Il a tout essayé. Il a tout essayé. Et puis ensuite, il s'est trouvé devant une réalité qui dépassait la guerre. C'était une réalité historique. La colonisation a fait son temps, c'est terminé. Il a plié bagage de toute l'Afrique, pas seulement de l'Algérie. Où il a compris, c'est quand il y a eu la manifestation de 60. En 60, oui, c'était un référendum avant l'heure. Il avait annoncé, et même la veille, le 10, ça a commencé au boulevard Cervantes d'abord. Mais enfin, c'est un homme quand même qui a compris que c'est le colonialisme africain. D'ailleurs, pas seulement pour l'Algérie, puisqu'il a libéré toute l'Afrique ensuite. Lui, ce qui sachait, c'est la troisième force. Les peuples que libéré toute l'Afrique. Ça l'a donné libéré, c'est une façon de parler, on ne va pas jouer sur les mots. Il est obligé sur l'Algérie. Quand il s'est retiré du Vietnam, c'est pour se concentrer sur l'Algérie. Et au Vietnam, il a donné le relais aux Américains. La France, elle a donné le relais aux Américains. Non, parce que le Vietnam, l'Indochine, c'est le Vietnam qui leur a donné un coup de pied. Parce que les gars... La guerre n'était pas finie. Après son départ, elle a continué jusqu'en 75. Tous les militaires qui étaient ici, au Vietnam. Ça va pas ou quoi? Qui c'est qui a pris le relais? Le plus grand massacre, ce sont les Américains qui les ont fait au Vietnam. Alors, avec les B-22. Avec les bombes, napalm. Pourquoi ici, ils n'ont pas bombardé au napalm? Oui, je sais pas. Non, mais c'est pour les bombarder au napalm. Au moment où on a appris la victoire des Vietnamiens à Dien Bien Phu, on était heureux. C'était un 8 mai. Oui, pour nous c'était un peu la revanche du 8 mai 45, et on pouvait se dire, à partir de là, le 8 mai 45 ne pourra plus se reproduire. Jeune étudiant, il a rejoint le front. Il a contribué à créer le Moudjahid clandestin, organe central du FLN. Il est professeur de médecine à Alger. C'est une époque quand même où les journaux de l'Algérie française étaient remplis de cérémonies à la mémoire des héros de Dien Bien Phu, de services religieux, etc. Et nous, pendant ce temps-là, on prenait un couscous de victoire. Donc pour vous dire qu'on était déjà complètement décroché de la minorité coloniale et complètement immergé dans le bain nationaliste. Mais je pense que la population coloniale était très consciente que s'il y avait l'égalité, ce serait fini de leur suprématie. C'était un apartheid larvé et hypocrite, parce que la plupart des gens de la minorité coloniale ignoraient superbement ce qui se passait du côté algérien. C'est une ségrégation absolue. Après toute la période coloniale marquée de pillage, de vol, de frustration, de vexation, de torture, d'emprisonnement,
de mépris de votre culture, vous avez été contraint, après des années d'action, pour essayer d'obtenir votre autonomie d'abord, votre indépendance ensuite, par une voie pacifique et démocratique et parlementaire. Vous avez été contraint, vous avez été acculé par l'incompréhension de l'État français, vous avez été acculé à déclencher l'insurrection du 1er novembre 1954. Le 1er novembre arrive, j'ai un sentiment de libération. En même temps un peu inquiet en disant est-ce que ça va durer? Et quand je suis rentré chez moi le soir, je reçois la visite de Mohamed Laïchaoui, qui était le journaliste qui avait tapé le tract du 1er novembre à Iri-les-Moulins, qui est venu me dire tout de suite, écoute Pierre, c'est ni les uns ni les autres, mais c'est sérieux. Donc à ce moment-là, si vous voulez, j'avais plus de... comment dire? J'avais pas de problème. Il y avait 2 camps, j'étais dans un camp. Et je crois que ce qu'il y a eu d'important du côté algérien, c'est d'avoir manifesté dès le début et dès l'appel du 1er novembre que ce n'était pas une guerre de religion, que ce n'était pas une guerre d'épuration ethnique, c'était simplement une revendication du droit à l'égalité. Et ça, c'est très important, dans le respect des traditions civilisationnelles et culturelles de l'Algérie, mais en même temps, c'est la première fois que, dans l'histoire de la décolonisation, les colonisés d'une colonie de peuplement offrent la nationalité aux anciens colonisateurs. C'est la première fois. Non, non, un masque. Ah oui, pour les vapeurs. Et le problème, le drame, et c'est pour ça que j'aurai l'occasion tout à l'heure de rendre hommage encore aux hommes de novembre, qui ont eu la clairvoyance et le courage de déclencher l'insurrection. Et Messali Hadj, lui, complètement largué le 1er novembre, ne comprenant pas l'importance du 1er novembre, et restant sur place et créant le MNA qui va combattre le FLN. Mais il reste quand même que, historiquement, c'est le premier qui ait créé une organisation pour l'autonomie d'abord et puis l'indépendance, pour l'égalité d'abord et pour l'indépendance de l'Algérie ensuite. C'est le mérite de Messali Hadj, auquel maintenant, après des années d'histoire, les autorités algériennes, y compris, rendent hommage maintenant. Je dirais que l'emblème national a été conçu, confectionné en 1936 par Émilie Bouscan, la femme de Messali Hadj, qui a été morte en 1952, et 20 000 Algériens ont accompagné sa dépouille jusqu'au port d'Alger. Alors, dans cette maison, comme l'a dit M. Arbadji, sont passés beaucoup de dirigeants, dont Aban Ramdan, qui a été le premier unificateur des forces du FLN au congrès de la Soumam en 1956. Pour moi, je le dis et je le répète, c'était le rassembleur. Le rassembleur, c'est grâce à lui qu'il a quand même pu ramener les oulamas, les communistes. Il a ramené l'UDMA, Farhat Abbas et consorts à la révolution. Parce que Aban Ramdan ne faisait pas de différence entre eux. Tout le monde est nécessaire. Lorsque nous avons rencontré Aban avec ma femme le 20 septembre 1955, l'engagement au sein du FLN est devenu plus concret. Jusque-là, on avait transporté des gens, caché des militants,
Et à la fin de l'entretien, nous demande, et vous, qu'est-ce que vous pensez? On lui a dit, nous sommes algériens. Après un premier mouvement d'étonnement, il nous met à l'épreuve. C'est-à-dire le lendemain, on reçoit un message en disant qu'il y a quelqu'un à transporter, il faudrait le transporter depuis l'Alger Centre jusque vers El Arrache. Bon, j'y vais avec les 2 chevaux, et on voit arriver à Bannes, déguisé comme un petit employé européen, avec un chapeau de feutre et un carton à gâteau qui contenait un pistolet. Et nous l'avons convoyé. Donc à partir de là, des relations très fréquentes se sont nouées avec Ramdan Aban, puisqu'il venait, quand il avait l'occasion, dormir à la maison. C'était un de ses refuges à Alger. Et on a échangé, on discutait de tout. À Barberousse, quand je suis rentrée, ils m'ont mis au cachot. J'ai fait beaucoup de cachots. Non, pas même cachot. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de cachots. Et un beau jour, il y avait la corveilleuse, comme on dit, c'était une droit commun, mais algérienne, qui me portait à la gamelle. Quand j'étais par terre, sur un machin par terre, et en me posant la gamelle, et la fille était très agile, en me posant la gamelle, j'ai senti quelque chose sur ma robe. D'instinct, j'ai mis la main. Et la surveillante n'a rien, était derrière elle. Et qu'est-ce que c'était? C'était une pomme avec un mot. Une pomme et un mot. Chère sœur, elle m'était déjà à la droite. Chère sœur, bientôt tu seras parmi nous. Nous t'embrassons très fort. Tiens bien. À bientôt. Et ça, c'est magnifique quand on est au cachot. C'est magnifique. On vous attend dehors. On vous attend. Et après, donc, je suis partie à Maison Carrée. À Maison Carrée. Ça veut dire Carré. Je suis partie avec Reine Raffini, dont le mari était dans les Aurès déjà. Et puis, il était là depuis un bon moment où il devait mourir en martyr. On est parti avec Reine Raffini à Maison Carrée. Elle était, comme elle était fatiguée, elle est allée à l'infirmerie. Ce qui fait que là, je suis restée seule avec les droits communs. Quand je suis... D'abord, on vous met au cachot. Bon, au cachot. Pour vous montrer ce que c'est que la prison. Vous savez qu'est-ce que c'est. Bon, on vous met au cachot. Quand on sort du cachot, avec le matelas, la cuvette et le pot de chambre. Bon. Parce qu'on était dans des sortes de cage à poules. Et quand j'ai vu tout, c'était comme la prison d'autrefois. Les femmes n'étaient pas libres d'aller devenir. Elles étaient sur des bancs le long des murs, dans la cour. Elles ne marchaient pas. Elles étaient sur les bancs le long du mur, assises, et elles trissaient l'alpha. Et puis alors on avait la tenue. Hein. La tenue, c'était... une robe, un sac et un bonnet blanc, un bonnet. Et quand j'ai vu ces femmes-là, j'ai posé mon barda par terre et je les ai toutes embrassées. Il ne pouvait pas être raciste. Moi, mes parents, mon père connaissait, je connais un Biliardo, Amabil, Stilas. Leurs parents ne savaient pas parler français. Ils parlaient en italien et en espagnol, ici même. Oui, mais moi, j'avais mon boulanger. Donc, ils ne pouvaient pas être racistes, enfin racistes quoi. C'était de pauvres bougres. Oui, voilà le mot. C'était des pauvres bougres qui n'en ont jamais vu, qui n'ont jamais voulu prendre position. Le seul parti où je pouvais adhérer, hein, que j'ai été amené, toujours grâce à la de Pierre Crotte et bon, d'autres copains du syndicat, mais surtout, bon, et puis Assensi qui était secrétaire général du syndicat de la métallurgie, on m'a donné de la lecture Politzer, hein, je ne sais pas si tu as connu, bon, hein, je me suis inscrit au Parti communiste.
la révolution ayant éclaté le 1er novembre, non pas le 2, mais le 3 novembre, nous avons tenu une réunion à Ouchba, à une dizaine de kilomètres de Tlemcen, dans un local du Parti communiste dans Ouchba. Nous étions 24 responsables et j'étais le seul non-paysan. Mais je leur ai raconté ce qui venait de se passer à travers l'Algérie, et tous, comme un seul homme, nous avons décidé d'adhérer à la révolution. Nous avons décidé des actions concrètes. Et parmi les actions concrètes que nous avions décidées, c'était déjà d'envoyer des hommes, des militants, acheter du matériel de sabotage pour commencer à faire des sabotages dans la région. Et parfois des exécutions de collaborateurs de l'administration. Déjà en 1955 ? Oui. Vers le mois de juin-juillet 1955, le Parti communiste a pris la décision de créer ses propres combattants, enfin éléments armés, qu'il a appelés les combattants de la libération. Et c'est en tant que combattant de la libération que j'ai été envoyé par le Parti communiste le 14 juillet 1955. J'ai pris le maquis dans la région de Tlemcen. حي مايو شكون يعرف شكون هو مايو؟ انا قول لي شوف واش تعرف على مايو؟ مايو تاع تلعب الكره شكون هو مايو؟ شكون هو اولي مايو؟ فرنسا قول لي شوف مجاهد واش تعرف عليه ثاني؟ في حي مايو ومايو واش قلت لي واش يكون مايو؟ مجاهد شارك في الثوره تاع الجزائر عاون المجاهدين وي فرنسا انت تعرف حاجه على مايو؟ هو يعرف تعرف حاجه على مايو؟ مايو Militant communiste, il fait partie des combattants de la libération. À ce titre, engagé dans l'armée avec le grade d'aspirant, il organise la saisie du camion d'armes qui servira de monnaie d'échange à l'intégration de ces combattants de la libération à l'armée de libération nationale. Et le 4 avril 1956, un camion Ford, cabine avancée, il charge l'armement de Miliana, de la caserne de Miliana, le 57e bataillon des tirailleurs algériens. Ce qui nous a marqué, les jeunes, les enfants de mon âge, ont été marqués par la mort, par le sacrifice de Henri Maillot. 56, voilà la presse coloniale qui parle d'Henri Maillot. Pour nous, petits arabes, Maillot c'est un Gaouri, Romi. Comment ça se fait que ce Romi prend les armes pour les donner aux frères? Ça nous a fait réfléchir. Parce que, bon, qu'on le veuille ou non, bon, le colonialisme engendre la haine, on a eu de la haine pour les Européens, pour les petits Européens. Et puis voilà que Henri Maillot, pour toute la presse en parlait, il prend un camion d'armes. C'est extraordinaire. Il y avait 126 mitraillettes Stern, des grenades, des 90 pistolets, enfin un armement de quoi alimenter 2 katibas de la Hélène.
Ils ont été conséquents avec eux-mêmes. Ils se sont considérés algériens, ils ont pensé que leur combat devait le mener à nos côtés. Voilà. Ça, c'est bon, même si les Pieds-Noirs qui se disaient algériens, logiquement, ils devaient prendre parti avec nous. Ils devaient combattre avec nous. Ceux qui se sont sentis réellement algériens, ce sont des gens comme nous, ils ont combattu à nous. C'était des camarades, c'était des amis, c'était des frères, c'était des Algériens. Et quand j'ai été chargé de prendre la suite de Abdelhamid Benzine, mes deux adjoints, c'était Georges Akampora et André Castel, dit Mourad. C'était deux Européens. Castel a été mis à l'écart, mais j'ai pris sur moi de continuer à le faire travailler dans nos groupes terroristes, parce que ça s'est passé juste au moment de notre intégration en tant que combattants de la libération. Nous avons été intégrés au parti, au FLN. Voilà. Vers le mois de mai 56, je suis contacté par Jacques Salor. Il me dit, est-ce que voilà, le parti organise des groupes, etc. Et est-ce que tu sais prêt à en faire partie? Et vers juin, on s'est retrouvés, bon, Alouache qui était le responsable du groupe, Ashraf, Makouf Boualem et Iftan. On appelait ça, à l'époque, c'était le groupe du champ de manœuvre. Il était arrêté le 14 novembre, mercredi 14 novembre 1956 à 16h30 au sein de l'établissement de l'EGA. C'est à partir de là qu'il a été pris donc, au commissariat central. Il avait rendez-vous avec Jacqueline Guérout. Avant d'arriver à l'usine de l'EGA, elle lui donne les deux bombes. Malheureusement, quand il a voulu prendre les deux bombes, dans son sac de plage, il était trop étroit, il n'a pu prendre qu'une bombe, et l'autre bombe nous est restée sur les bras. Il est clair qu'il ne pouvait pas la placer à ce moment-là au lieu de l'explosion. C'était pas possible parce qu'il y avait du monde. Donc il a placé dans un local c'était dans un local désaffecté. Bon, le contremaître qui malgré tout se méfiait de lui parce qu'il était connu comme militant. Hein. Le contremaître passe, il entend le tic-tac. Comme on n'avait pas eu le temps de préparer un autre objectif, on s'est dit, bon, on va la jeter au charbonnage terrain, elle va exploser là, ça va faire beaucoup de fumée, etc. Et en partant, donc, c'est Jeannot Farrugia qui est parti avec quelqu'un que je ne veux pas citer parce qu'il est toujours vivant. Dans la voiture de ce monsieur, il passe au moment où toute la police d'Alger était en train de chercher la fameuse femme blonde à la suite des aveux de Yveton sous la torture. Mais heureusement, il leur a dit une femme blonde, alors que Jacqueline n'a jamais été blonde. Elle était avec une de chevaux, alors qu'ils avaient une part, donc il a cherché à brouiller les pistes. Et il a donné nos noms que lorsqu'il se pensait qu'on était dans la nature. Puis à 10 h du soir, ça a sonné, bon, j'ai essayé de me lever. Le flic, le commissaire est rentré directement chez moi, dans ma chambre. Il m'a mis le revolver là, et ça fait une autre impression. Hein. Il m'a dit, tiens, le bonsoir, Yveton.
Ils cherchaient à tout prix le laboratoire, parce qu'on était les premiers à être arrêtés avec les bombes. Donc ils voulaient à tout prix remonter jusqu'au laboratoire. Peut-être que si on l'aurait su, peut-être on aurait parlé, mais on ne peut pas savoir. Hein, parce que sous les tortures, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Toute arrestation, inévitablement, était synonyme de torture inévitable. Torture, c'est-à-dire l'électricité, le supplice de la bouteille, ça ne faisait pour nous aucun doute. D'autant qu'autour de nous, tous ceux qui avaient été arrêtés nous racontaient qu'ils avaient subi des sévices. Au début, ils les ont mis les torturer dans des lieux secrets, dans des casernes ou bien à El Biar. Et ensuite, lorsque certains d'entre eux avouaient, enfin il y avait très peu qui n'avouaient pas, il faut dire la vérité, ceux qui n'avouaient pas étaient tués. On va tout de suite voir en bas. Alors, pourquoi nous voulions nous arrêter ici? Parce qu'un des tortionnaires s'appelait Schmitt. Il était lieutenant à l'époque. Et par la suite, du temps de François Mitterrand, quand François Mitterrand deviendra président de la République, il choisira Schmitt comme chef d'état-major des armées. C'est lorsque François Mitterrand était ministre de la Justice qu'il y a eu le plus d'exécutions de condamnés à mort. Alors on se demande, mais pourquoi le même homme a-t-il ensuite aboli la peine de mort lorsqu'il est devenu président de la République? Aurait-il fait mea culpa? Personnellement, je ne le pense pas, mais on peut ne pas partager mon opinion. Parce que c'est quand même le même homme qui a choisi Schmitt comme chef d'état-major, connaissant son passé, et qui également a fait voter une deuxième loi d'amnistie après son élection pour les tueurs de l'OAS. Il fait nuit encore, il fait nuit, hein. Et ils viennent à l'aube et là on entend le cri Allahu Akbar. Ça veut dire on part. On entend ça et ça veut dire qu'ils les emmènent. Et à ce moment-là, toute la prison est debout. Toute la prison. Elle est en état d'émeute. À chaque fois, c'est une petite émeute. Et alors, on crie des slogans. On monte ouvrir le stade. Des slogans. On chante. On chante. Bien sûr, des chants patriotiques. On chante. On crie. Et après, on fait une grève de la faim d'une journée, en signe de protestation et de deuil. Lorsque ce 11 février, un peu avant 4 heures du matin, je l'ai vu arriver, avec les deux autres à ses côtés, les bras tordus derrière le dos, à peine réveillé, mais déjà lucide, en maillot de corps. Il savait que c'était ses derniers instants, mais il a fait preuve d'un courage absolument exceptionnel. Il nous a embrassés, l'aîné et moi. L'aumônier de la prison, qui s'est pris de sympathie pour lui, lui a dit quelques mots à l'oreille que nous n'avons pas compris. Et puis c'est là qu'il s'est exprimé à haute voix et clairement et sans trembler, en disant que lui allait disparaître, que je vais mourir, a-t-il dit, mais l'Algérie sera indépendante. Et comme il avait été choisi pour être le premier des décapités, et nous nous sommes retirés, Charles l'aîné et moi, dans un petit réduit qui était à côté. Et l'aîné a prié
agents. Et moi, je suis resté debout dans mes pensées. Et jusqu'au bruit abominable qu'on entend, et qui est celui du couperet qui tombe. Et ce couperet, nous l'avons entendu 3 fois, successivement, à quelques instants d'intervalle. Vous étiez fier d'être calme, sûr de votre idéal. Vous côtoyez déjà les martyrs de l'histoire, leur groupe ardent. Vous soutenez. Nous sommes tristes et meurtris, à travers murs et barreaux, qui veulent nous séparer. C'est à vous que nous demandons la force de supporter l'instinct de cruauté, puis le coq a chanté. Ce matin, ils sont osés. Que vive votre idéal et vos sangs entremêlés pour que demain, ils n'osent plus nous assassiner. L'Algérie, c'est la France, dira-t-il après le 1er novembre 1954. C'est ce même homme, ministre de la Justice, qui signa l'ordre d'exécution de 44 militants algériens, parmi lesquels Fernand Yveton. Quand tu entends parler de bonne gouvernance, de la part de certains donneurs de leçons, qu'est-ce que tu dis ? La bonne gouvernance humanitaire, c'est des tartes à la crème qui servent aux interventions militaires, d'accord. Au siècle dernier, c'était apporter la civilisation. Maintenant, on apporte la démocratie à coups de bombe. Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, moi c'est mon impression, j'ai l'impression qu'il y a des tentatives de recolonisation, pas en Algérie, mais de la part des anciens colonisateurs. Ben, c'est évident. Mais ça, c'est leur jeu, ça. À nous de nous défendre. Les milieux d'affaires essayent de remettre la main sur le marché algérien, puisque l'Algérie a des ressources, il y a du pétrole et du gaz, elle peut payer. Donc il y a des entreprises, effectivement, de recolonisation, c'est un grand mot, mais enfin d'adaptation du capitalisme mondial aux conditions du marché, donc avec des complices locaux, c'est évident, avec tous les facteurs de corruption que ça peut entraîner, c'est évident aussi. Ça présuppose des corrupteurs extérieurs. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, c'est le jeu de de l'évolution des pays post-indépendance. Et c'est à chacun de sécréter des anticorps qui lui permettent de résister à ça. Il se trouve qu'en Algérie, il y a des gens qui résistent encore.